Napoléon, écarté du pouvoir, Louis XVIII avait repris le trône. Napoléon avait été envoyé à l'île d'Elbe. Ça, c'était en 1814. Un an plus tard, en 1815, il a voulu tenter le grand retour. C'est la période dite des 100 jours. Persuadé qu'il va retrouver le pouvoir, Napoléon s'enfuit de l'île d'Elbe et arrive le 1er mars 1815 sur le sol français en métropole. Il fait la célèbre marche du vol de l'aigle, inspirée des paroles de Napoléon. L'aigle volera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame, sans utiliser un coup de feu. La fuite de Louis XVIII et le retour de Napoléon aux Tuileries le 20 mars 1815. Du 20 mars au 22 juin 1815, c'est le second règne impérial de Napoléon Ier. Il réorganise son armée, réorganise l'économie et améliore la constitution. Napoléon est confronté à affronter une multitude de factions, dont de grandes puissances comme la Prusse, l'Autriche, la Grande-Bretagne. La stratégie de Napoléon est d'attaquer séparément ses ennemis pour éviter qu'ils unissent leurs armées. Les forces françaises présentes sont de 74 000 soldats. Ils ont l'avantage numérique contre 70 000 soldats britanniques. Et plusieurs kilomètres plus loin, il y a les 70 000 soldats prussiens. Napoléon veut éviter que les troupes britanniques et prussiennes unissent leurs forces. 140 000 soldats, difficile pour Napoléon de les arrêter avec ses 74 000 soldats. Napoléon envoie le maréchal Grouchy attaquer l'armée prusse du maréchal Bloch à Ligny. Le maréchal Grouchy réussit à les mettre en déroute. Napoléon la veille se déplace à Waterloo, seulement à 20 km au sud de Bruxelles, en Belgique, avec le gros de l'armée pour affronter les Britanniques. Sauf que Napoléon n'avait pas prévu une chose, c'est la météo. La veille du combat, une forte pluie s'abat dans les alentours de Waterloo. Les chemins de terre se transforment en chemins de boue, ce qui provoque un ralentissement général de l'armée, dont l'artillerie qui est le plus touchée, car il est difficile de faire déplacer des canons dans la boue. Napoléon est donc obligé d'attendre que le temps s'améliore et que les chemins se remettent en meilleurs états. Cependant, l'armée prussienne, après une défaite à Ligny, se rapproche pour venir en soutien des Anglais. Napoléon tente de faire une percée dans le centre de l'armée britannique. Depuis toute la journée, à 19h30, les 70 000 soldats prussiens sont présents. Napoléon joue le tout pour le tout et envoie la garde, la troupe la plus puissante de l'époque. C'est une troupe d'élite. Cependant, dans les rangs français, il y a un traître. C'est le capitaine du Barail qui indique au duc de Wellington, le général anglais, l'attaque de la garde. Wellington réussit à mettre en déroute la garde, ce qui marque la fin de la bataille de Waterloo, car toutes les troupes françaises, voyant la troupe la plus puissante reculer, décident alors d'abandonner. Les Prussiens qui sont arrivés font fuir les plus courageux, qui sont restés sur le champ de bataille, et c'est la débandade. À 22h, les Prussiens poursuivent les Français. C'est la fin de la bataille, avec 23 700 morts et 65 400 blessés. Toute armée confondue, c'est un carnage. Napoléon fuit à l'Élysée, puis 3 jours plus tard, il abdique. Il est envoyé à Sainte-Hélène et il y restera jusqu'à la fin de sa vie. Finalement, alors, qu'est-ce que c'était cette dernière erreur ? Eh bien, c'est la météo. Il aurait pourtant dû y penser, puisqu'elle avait déjà été battue par l'hiver quelques années plus tôt, durant la campagne de Russie. Napoléon était sûrement le plus grand tacticien et chef militaire de son époque. Il avait tout prévu, sauf une chose, la météo. Let's just go and see the world and just show them what it really means to